Retour à Basse-Terre, au pied de la Soufrière. Jean-Charles est prêt à retourner sur les traces du DC3. Finalement, il a décidé de partir seul. Devant la carte, la mission ne paraît pas si difficile. Actuellement, on se situe au Bain Jaune. De toute façon, c'est la route. La route arrive là. On a laissé la voiture. Et l'épave, donc l'épave se situe exactement sous l'inscription, là, 1342 mètres, sur le flanc de la montagne. Le chemin qu'on va prendre, donc depuis le Bain Jaune, c'est un sentier très agréable jusqu'à la savane à mulets, où à partir de là, on va contourner par le chemin des Dames la Soufrière. On ne montera pas la Soufrière et on va aller vers le nord, carrément vers le nord, vers une trace qui rejoint la trace Carmichael. Et justement à l'intersection de ces deux traces, c'est là où on va attaquer la partie un petit peu aventure par un petit chemin jusqu'au flanc de la montagne, où on descend dans le flanc de la montagne pour retrouver l'épave. On imagine le jour où les recherches qui ont duré 3 jours pour retrouver dans le massif l'avion, ça a été quelque chose. Et c'est parti pour 10 heures de randonnée dans le massif de la Soufrière. Le temps, il était comme aujourd'hui? Non, un temps exécrable. Donc de la pluie, de l'humidité, il y en a toujours, heureusement pour la verdure, mais beaucoup de pluie, surtout beaucoup de pluie. Mais bon, on était tellement motivés, il n'y avait pas de souci. Notre but, c'était de le trouver. Sur le premier tiers du parcours, notre chercheur d'épave emprunte le sentier qui mène au volcan. Le début de l'ascension est relativement facile. Ce chemin est fréquenté par des milliers de touristes. Voilà, donc là on va quitter le chemin qui fait le tour de la Soufrière pour s'enfoncer dans le nord du massif, dans un chemin qui est un peu moins fréquenté, un peu plus difficile, un peu boueux et qui nous amène à travers les crêtes vers l'épave de l'avion. Il y a 200 ans, c'étaient des esclaves en fuite qui l'utilisaient pour gagner les forêts impénétrables de Basse-Terre. Comme la plupart des îles de la Caraïbe, la Guadeloupe porte encore les stigmates de ce lourd passé colonial. C'est dans ce port, à Petit Canal, qu'accostaient les bateaux négriers. Les esclaves montaient cet escalier pour être vendus sur le parvis de l'église. À 200 mètres de là, une ancienne prison est aujourd'hui éventrée par cet arbre immense, un fromager. On dit que ce sont les esclaves eux-mêmes qui en auraient planté les graines pour qu'en grandissant, les arbres cassent les murs. Une fois dans la forêt, les fuyards tentaient de survivre grâce notamment au manioc, une racine qu'ils avaient l'habitude de consommer en Afrique. 2 siècles plus tard, on mange toujours ce tubercule en galette, la cassave. C'est à des haies que Léandre les prépare à l'ancienne, un peu par habitude et beaucoup par respect pour l'histoire de la Guadeloupe. 2, 3, 4, 5, 6. Tenez avec moi. Il y a 2 en 1. 6 et 2, ça fait 8. Mais c'est une cassave qui est très très bien. Voilà. Okay. Et le coco est toujours en haut. Allez, à la prochaine. À la prochaine, merci bien. Et puis, bon retour. Et puis, okay. Merci. Merci bien. La cassave, c'était le pain de manioc, mais c'est pain d'esclave. Ils ne faisaient pas la cassave pareil. Ce qu'ils faisaient, c'est plutôt le manioc râpé
Et puis, il mettait ça sur des corails, sur des plaques de roches plates, et il le recouvrait avec du feuille de palmier. Le manioc est 2 en 1. Il y a l'amidon, qui est ça, et il y a les fibres. Les fibres, c'est ça. C'est la farine. Cette farine-là, si vous souffrez avec l'intestin, vous avez mal de gorge, vous pouvez prendre ça directement, vous faites une pâte. Comme vous, attention à la marche arrière. Si vous souffrez avec tout ça, vous pouvez mettre un peu, une cuillère ou 2 dans un verre d'eau. Vous la touillez et vous la laissez, et le lendemain, vous buvez. Ça nettoie. Et tu peux prendre... Le manioc, un arbuste originaire des Amériques. Une sorte de yucca cultivée pour sa racine riche en amidon. De l'amidon en poudre, très riche en glucides, mais sans gluten. C'est très bien grand-père. On lave le manioc. Quand on arrive là, on le met ici dans le moulin, et puis on met en marche. On verse dans la bassine. Je récupère dans le sac et le bol. Écoutez le son de la musique, le son de l'amidon, de l'eau qui commence à couler dans le fond. Et tout doucement. Et ce morceau-là, tout ce qui reste dedans, tout ça, c'est de la farine. C'est des fibres du manioc, ça. Et donc, tout ce qui reste dans la bassine, 4 heures après, on obtient ça comme qui est l'amidon. L'amidon pour faire la cassave. Et l'amidon. Léandre est tombé tout petit dans la farine de manioc. Son père et son grand-père l'utilisaient déjà dans la cassaverie familiale. Pas étonnant qu'il soit passé maître dans la préparation de ces galettes de manioc au jambon ou à la morue. On se les arrache sur tous les marchés de la Guadeloupe, et notamment sur celui de Pointe-Noire, où Léandre en vend tous les matins aux côtés des autres producteurs de manioc, de fruits et de légumes de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Voilà 3 heures que Jean-Charles est parti sur les pentes de la Soufrière. Aujourd'hui, la météo est clémente. Le soleil perce parfois le voile nuageux qui se fait plus dense à mesure que l'altitude augmente. Mais en 2004, lors de sa première tentative pour retrouver l'épave du DC-3,
Les conditions climatiques étaient alors beaucoup plus difficiles. Le brouillard ne les avait pas quittés, rendant l'ascension dangereuse. À mesure que Jean-Charles avance vers le sommet, la pente se fait plus raide, plus boueuse aussi. On imagine le danger quand la visibilité est nulle. Alors la première fois, c'était déjà, on était vraiment content de pouvoir y monter, hein, de s'en approcher, mais on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et il faisait déjà un temps pas comme très très beau, hein, assez mauvais, mais bon, on avait programmé ça, donc on dit bon, on y va. On est quand même parti, on est arrivé au plus près, et avec nos suppositions de la position où il était, on s'est dit il y a bien un moment où ça va s'élargir les nuages et qu'on allait le voir. Ça n'a pas été le cas. On imagine ce DC3 là, qui tranquillement se dirigeait vers l'aéroport du Rézé, hein, qui est à l'intersection des deux îles, à la gare Salée. On l'imagine rentrer dans la vallée en DC3 avec ses deux moteurs, sûrement les fenêtres baissées, les pilotes tranquillement, la nuit tombante, regardant les montagnes. Et vraiment, quand on verra l'épave, on se rend compte que malheureusement, hein, souvent ça, de très peu, il serait passé au-dessus, ça ne serait même pas rendu compte. Et au dernier moment, ils ont peut-être vu la différence de la végétation. Ils ont peut-être mis les gaz pour essayer de réussir à gagner un peu d'altitude et ils ne sont pas passés. Moi, c'est une des hypothèses que j'ai émises. Voilà. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'épave, les souvenirs de Jean-Charles se font plus précis. C'est ici qu'il a dû renoncer la première fois à cause de la météo. On était là, on était exactement là, tu vois, j'étais comme ça. Un temps pourri avec Christophe, avec qui j'étais monté. Et on s'était là, alors la trace était bien plus petite. J'avais des cartes, des photos, je dis non, il est par là, il est par là. On voyait même pas la trace. On imaginait que c'était une trace qui restait de 71, peut-être les sauveteurs. On l'a pris un peu là. Après, on a mis l'hypothèse on s'est dit, bon, mais il est par là. De toute façon, on y va, on est intérêt, on y va. On commence à marcher sur les plantes, on s'enfonce. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ben, au moins, on s'est arrivé, on a eu ce repère. Donc, on savait que c'était là. Et puis, on reviendra. On reviendra. À l'époque, Jean-Charles n'était plus qu'à quelques centaines de mètres des lieux du crash, mais il ne le savait pas encore. Avec son équipe, ils ont dû se rendre à l'évidence. Il fallait faire demi-tour avant de se perdre définitivement. Les pilotes du DC-3, eux, n'ont pas voulu rebrousser chemin. Après s'être déroutés vers l'aéroport de Pointe-à-Pitre, ils n'ont pas eu le temps d'en apercevoir les lumières. L'avion a percuté le flanc nord-est du volcan. Ce n'étaient pas des pilotes spécifiquement pour cet aéroport. Et puis la circonstance du déroutement a fait qu'ils se sont retrouvés dans une zone qui n'était pas de leur connaissance précise, en fin de compte, où ils auraient pu vraiment se repérer en fonction de la forme du relief, du temps passé, même de la route qui aurait été visible dessous. Non, ils suivaient une certaine route qui malheureusement leur a fait finir dans la montagne. Ironie du sort, dans ces derniers instants, leur appareil a survolé de nombreuses pistes d'atterrissage secondaires, comme celle de Baillif, dans le sud de Basse-Terre, ou même cette piste militaire au sud de Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes. L'avion est passé au-dessus quelques minutes à peine avant de s'écraser.
Aujourd'hui désaffectée, la bande d'asphalte a laissé place à un champ d'éoliennes. Le propriétaire des lieux, Gérard Beaujour, cultive une bonne partie de cette petite montagne. Agriculteur, philosophe, ancien professeur d'histoire géo, Gérard est un Saintois dans l'âme et entend tout faire pour sauvegarder les trésors de son île. Alors là, nous sommes à ce que j'appelle l'orphelinat, c'est-à-dire le centre d'adoption des plantes méprisées, méconnues, abandonnées, oubliées, et afin de les remettre au goût du jour pour chacun. Là, j'ai par exemple ici du Nîmes, appelé Vépélet. C'est un arbre insecticide de première qualité. Nous avons quelques arbres fruitiers, quelques grenadiers qui, eux, sont un fruit intéressant, d'autant plus qu'il a un rôle bénéfique pour la prostate. Et nous avons ici du mécu, c'est-à-dire la meurise des saintes, Eugenia ligustrina, qui est un arbre avec lequel on peut faire une barrière végétale. Ce sont avant tout des plantes méconnues et oubliées, parce qu'il s'est produit le fait suivant, c'est que de plus en plus de gens me disent « Ah, je vois ceci, mais ça ne se voit plus en Guadeloupe » ou bien « À quoi ça sert ?» Et il y a donc une perte des connaissances populaires, une perte de la culture populaire en ce qui concerne le traitement par les plantes. Et c'est ça qui est le plus grave, parce qu'une plante peut disparaître, on peut la réintroduire s'il existe ailleurs, mais les connaissances qui disparaissent, alors ça c'est grave, parce qu'on ne sait déjà plus reconnaître les plantes, on ne sait plus ce à quoi elles servent, et on peut les éliminer comme ça, bêtement. En 40 ans, il a réalisé de ses mains un jardin extraordinaire. Plus qu'une pépinière, c'est une bibliothèque botanique d'espèces menacées qui s'étale sur le coteau. C'est à la fin des années 2000 que Gérard a décidé de reprendre cette exploitation de 7 hectares qui s'enroule jusqu'au sommet de l'île du Sud. Le bois d'Inde n'est ni le plus beau, ni le plus grand des arbres. Pourtant, de ses feuilles, Gérard tire des huiles essentielles prisées dans le monde entier. Ce bois d'Inde-là, c'est lui, il faut viser à ce que les arbres soient comme ça. Hein, c'est-à-dire que l'arbre s'est ouvert et il a été récolté il y a 6 mois, et là il a encore facilement une dizaine de kilos de feuilles dessus. Mais je ne vais pas l'exploiter immédiatement. C'est une culture intéressante dans la mesure où le bois d'Inde intervient très bien dans les zones pentues, les zones abandonnées, les zones abandonnées par d'autres cultures. Et dans la mesure où c'est une production pour l'huile essentielle à haute valeur ajoutée, ça peut être intéressant. Ce serait la première fois peut-être dans l'histoire où il n'y aurait pas besoin de défricher, hein, ou d'abattre une ancienne culture pour en faire une nouvelle. Et mes bois d'Inde vivent parmi des dizaines d'autres espèces et ne se portent pas plus, mais se portent bien. Ce lointain cousin du laurier cache dans ses feuilles de nombreux secrets. Car sous une même apparence, les bois d'Inde produisent 3 huiles aux parfums et aux vertus différentes: citronné, girofle et anis. Plus étrange encore, un bois d'Inde peut engendrer des jeunes pousses d'une autre senteur que la sienne. Impossible de prévoir quel parfum aura tel ou tel arbre. Gérard, lui, n'a qu'une seule méthode pour les distinguer. Un bois d'Inde, comme ça. Et là, c'est un bois d'Inde de type citronnelle, là, ce que je viens de procéder. Je viens de procéder à un test olfactif.
Et là, vous remarquez que je coupe au sécateur et je ne touche pas l'endroit coupé avec les doigts. Ceci afin de ne pas avoir d'interférence. Nouveau test pour celui-là, c'est simple. Annie. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et il n'y a aucun moyen de les distinguer. Ce n'est pas les mêmes caractéristiques, ce n'est pas la même composition et ce n'est pas la même chose que l'on peut faire avec. Celle qui a odeur girofle est un bon antidouleur parce que vasodilatateur. Le deuxième type, le type chimique citronnelle, est un bon cicatrisant antibactérien. Et l'activité antifongique, c'est quand même celle qui concerne notamment le type Annie. Le petit port de l'Anse des Mûriers, caché dans une crique de terre de bas, est minuscule. Pourtant, aucun des habitants de l'île ne voudrait le voir s'agrandir. Il a juste la bonne taille pour accueillir les 2 ou 3 douzaines de visiteurs quotidiens. C'est là que Gérard et Janine, son épouse, ont construit leur boutique. Elle ne paie pas de mine, mais c'est pourtant d'ici que les huiles essentielles sont exportées dans le monde entier. Donc vous avez le bois d'Inde citronnelle aussi. D'accord. Donc pour les moustiques. voilà, vous avez tout compris. D'accord. Donc vous pouvez aussi le mettre à la maison. Donc Il faut dans un brûle-parfum. brûle-parfum avec un petit peu Pur. d'eau. Non, pas pur. Ah, toujours mettre de l'eau. Toujours Parce mettre qu'il de faut que la vapeur puisse partir. D'accord. L'huile a du mal à vaporiser, donc il faut vraiment mettre de l'eau pour que ça puisse y aller. Ok. Donc, et là vous avez le bois d'Inde giroflé. Donc celui-là c'est utilisé plus contre les douleurs. Tout à fait, tout à fait. Donc l'eau florale de bois d'Inde est utilisée pour le sol. D'accord. Nous, on aime bien l'utiliser pour la maison, sous la table, etc. D'accord. Donc, c'est un insecticide puissant aussi. Donc, contre les champignons, mais aussi ça donne une bonne odeur à la maison. Ça chasse les cafards, les fourmis. Au lieu d'avoir, par exemple, des fois, des séries de mouches, la période des mouches, au lieu de mettre du vinaigre, vous pouvez mettre un petit peu de bois d'Inde sur la table. Ils n'aiment pas, ils s'en vont. D'accord. Voilà. Ah ben, c'est très gentil. Voilà. Merci. Voilà. La vente de ces huiles essentielles à base de bois d'Inde, Gérard les laisse à sa femme Janine. Lui, c'est les plantes, rien que les plantes. Son plus grand plaisir, c'est de venir ici, au Belvédère, un peu comme un gardien de phare, loin du tumulte des hommes. Alors nous sommes en présence de l'un des points de vue les plus remarquables de l'archipel des Saintes. Ce point de vue permet de voir 7 des 8 îles de l'archipel. Il y a une odeur d'humidité. Une odeur d'humidité, on se sent bien. Et puis on n'a jamais l'impression, quand on est à terre de bas, qu'on est dans une île petite de 900 hectares. Il y a des endroits où on ne voit pas du tout la mer. Et puis, il y a un calme, un silence remarquable. C'est le paradis pour les gens qui aiment la tranquillité. Pour rien au monde, Gérard ne quitterait son île et sa forêt de bois d'Inde, de mapou et de gommiers. Une flore tropicale préservée dans toute sa diversité. De l'archipel des Saintes, lorsque le temps est beau, on peut apercevoir le sommet du volcan de la Soufrière. Il est souvent dans les nuages. La météo est capricieuse, mais aujourd'hui le volcan a décidé de faire une faveur à Jean-Charles. Le soleil est au rendez-vous. À mesure qu'il s'approche de la zone du crash, l'atmosphère se fait plus pesante. Voilà. On quitte le chemin pour attaquer la pente.
La pente, c'est pas la partie la plus facile. Plus de 45 ans après le drame, l'endroit est toujours étonnamment silencieux. Les 200 derniers mètres sont les plus difficiles à parcourir, comme si la nature voulait garder pour elle les restes de cet avion. Pour Jean-Charles, l'émotion est intacte, la même que le jour où il a découvert l'épave. Mon ami a vu un petit arbre, un petit peu fatigué, mais il est monté dans l'arbre. Moi, je commençais vraiment presque à m'endormir et j'entends une voix qui me dit « Je le vois ». Et tout d'un coup, mes yeux sont ouverts, je suis monté dans l'arbre, j'ai vu un empennage immense, c'était donc l'arrière du DC-3 qui était là. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas un bruit. On a retracé donc notre chemin sous les arbres en se faufilant. Et au bout, après une demi-heure d'effort, on a entendu un bruit métallique. On s'est dit, ben, c'est bizarre, un bruit métallique en marchant dessus, en tapant, un bruit un peu sourd. Et on était sur les ailes du DC-3. En avançant un petit peu plus, on a commencé à voir les moteurs avec les hélices impressionnantes de l'avion, et on était enfin près du fuselage du DC-3. Pour nous, oui, on était une sorte de pionnier. C'était l'aboutissement de quelque chose, de se trouver dans une zone inconnue, se rapprocher d'un avion. Bon, j'ai jamais eu la chance de voler dans un DC-3. Je suis monté une fois dans un DC-3, mais de se retrouver près de cet avion, endormi, un petit peu, bon, il a été dans la montagne, mais comme s'il nous attendait, eh ben, c'était quelque chose de magique. Le ventre du DC-3 est encore debout, mais le temps a fait son œuvre. La fertilité du volcan digère peu à peu le reste de cette page de l'histoire de l'aviation antillaise. Grâce à l'acharnement de Jean-Charles, un sentier de randonnée permettra peut-être aux passionnés d'histoire aéronautique de venir découvrir le fameux DC-3 de Matouba, à moins que l'absence de balisage ne fasse partie du jeu.